Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. Bonjour et bienvenue sur midilibre.fr, toujours en direct du Salon de l'Immobilier, 29e du nom, ici au Quorum de Montpellier. Nous allons parler loi, on va être un petit peu comme dans un épisode de Ali McBeal, en quelque sorte, sauf que ce ne sont que des messieurs qui sont autour de cette table. Maxime Martinez, bonjour. Bonjour. Antoine Sillard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes associés tous les deux et spécialisés dans l'univers de l'immobilier, de la construction, etc. Maxime, vous êtes plus dans les problématiques en amont, qui sont permis de construire, etc. Et Antoine, vous êtes plutôt sur la finalité, une fois que le bien a été construit, s'il y a un retard ou une contrefaçon. Oui. Pour essayer de cerner un petit peu votre travail et puis renseigner nos téléspectateurs, lorsque je veux faire construire, à quoi dois-je faire attention? À quoi dois-je penser avant de faire construire? Quelles sont, les 3-4 grandes lignes, la boîte à outils que je dois garder en tête avant de venir vous voir? Déjà, il faut très certainement avoir un bon banquier, et puis ensuite un bon conseil juridique, conseil en investissement. Mais quand on a déjà le terrain, quand on a déjà le financement, il faut être certain du bien que l'on achète. Exemple, si je décide d'aller m'installer un peu loin de la campagne et où j'ai un propriétaire qui me vend un terrain avec un petit masé bien sympathique, où je me dis tiens, je vais faire une bonne affaire, peut-être que c'est pas réellement une bonne affaire. Peut-être que le masé n'est pas constructible, peut-être que c'est un bien qui est un bien à destination agricole. Et dans ce cas-là, on a tout intérêt de vérifier quelles sont les capacités constructives d'un terrain déterminé. Là, on ne se situe pas dans le cadre d'une promotion immobilière, vous l'avez bien compris, on se situe dans le cadre d'un individu qui va chercher son bien lui-même. Et parfois, lorsqu'il va chercher son bien lui-même, il se retrouve en présence d'un bien dont il ne peut rien faire. Moi, j'ai été en présence d'individus qui ont acheté un bien qui, juridiquement, n'existait pas. Voilà. Et dans ce cas-là, on vient nous voir, on dit qu'est-ce qu'il est possible de faire? Il n'est plus possible de rien faire, ou pas loin, ou déposer. Un recours pour vente frauduleuse, peut-être quand même. Oui. Oui. Ça prend un peu de temps. Ça prend un petit peu de temps. Ouais. Engager la responsabilité du notaire, pourquoi pas? Nos amis notaires qui sont en bas, on les salue. Mais voilà, c'est tout à fait possible. Ouais. Ça arrive. Donc, première règle, lorsqu'on sent pouvoir faire une bonne affaire, faire surtout très attention et venir vous voir au préalable pour essayer de border un maximum ce qu'on peut prévoir être comme étant une bonne affaire. Être très vigilant. Lire très attentivement les actes qu'on vous propose de signer, parce que bien souvent, les notaires font bien leur boulot, par exemple, et c'est en lisant qu'on se rend compte que parfois on achète un bien qui est dès l'origine vicié. Alors, on va rester dans l'univers de la construction parce qu'effectivement, quand on est sur un lot avec un promoteur derrière, on va être dans une toute autre logique. La construction commence. À nouveau, quels sont les points auxquels il faut que je fasse attention? Faire attention à mes délais, faire attention... Bon, effectivement, la question classique à laquelle on a affaire systématiquement, c'est la vente sur plan. Est-ce que c'est dangereux? La vente sur plan, le client, c'est comme ça qu'il nous l'amène, la vente sur plan. Et notre réflexe, c'est toujours de dire non, vous avez vraiment des garanties, vous avez vraiment une sécurité. Le contrat de vente en état futur d'achèvement est vraiment sécurisé en France. Alors, comme disait Maxime, l'attention doit plutôt porter sur le bien que vous achetez, sur le prix que vous payez, sur la réputation du promoteur. Moi, j'ai tendance quand même plutôt à faire confiance à des promoteurs historiques qui sont là depuis un petit moment. Mais du point de vue juridique, c'est vrai que nous, on a tendance à être sécurisants à ce stade-là. Voilà, bien vérifier quels sont les garants. Mais ce travail-là, normalement, il a été fait en amont par le promoteur qui vous a sensibilisé sur cette question et par le notaire, comme le disait Maxime tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'au stade de la signature et des travaux, en général, on peut être assez sécurisé. Et lorsque je veux créer mon propre bien, construire ma maison, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, au fin fond de la campagne, sur un terrain que j'ai choisi, etc., que je vais faire appel à des artisans, à quoi dois-je faire attention à ce moment-là? Je pense que c'est plus ton domaine à toi, mais les assurances, qu'ils soient bien assurés. Le problème de l'assurance construction, c'est que c'est une assurance qui fonctionne surtout après réception. Donc avant réception, c'est vrai que ça peut être parfois un peu la jungle. Donc là encore, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les promoteurs, c'est valable pour les entreprises. Il vous faut des entreprises sérieuses, qui ont une bonne réputation, qui ont une solidité financière assez reconnue
Alors des fois, c'est une réputation trompeuse, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il faut faire confiance à des entreprises compétentes. Il y a une personne clé quand même dans la construction et en cas de problème avant réception, c'est l'architecte. L'architecte, le maître d'œuvre. Pour moi, au-delà d'avoir un projet bien ficelé, c'est la garantie d'avoir une assurance. Voilà, l'architecte, à mon sens, avoir un bon architecte, c'est peut-être ça la clé pour faire construire. Grosso modo, on peut dire qu'aujourd'hui, hormis cas exceptionnels, mais dans 80% des cas, s'il y a problème, on trouve des solutions derrière ? On trouve des solutions. Ce que je vous ai dit sur les architectes, c'est vrai, l'assurance des architectes était très bonne jusqu'à il y a à peu près 1 an ou 2. Que s'est-il passé il y a 1 an ou 2 ? Eh bien, les architectes avaient pris l'habitude de mettre dans leur contrat une clause dite de non-solidarité. Je vais essayer de faire simple, rapide, Soyons pas trop techniques. pour pas rentrer dans les détails. En gros, si l'architecte était un tant soit peu responsable des désordres ou des problématiques avant réception, il suffisait qu'on ait 1% de responsabilité de cet architecte pour qu'il soit tenu solidairement de toutes les conséquences dommageables. Et cette clause était évacuée par les juges systématiquement. Revirement de jurisprudence à la Cour de cassation, et on dit non, cette clause elle vaut. Ça veut dire que si le juge vous dit l'architecte il est responsable pour 1%, eh ben, il va payer 1%. Et les 99%, il faut aller trouver un autre responsable. Exactement. Derrière. Très bien. Alors, on est sur une région, Montpellier, qui est très très dense en termes de construction, en termes de programmes immobiliers. Tant mieux, ça vous fait sans doute beaucoup de travail. Est-ce que cela implique d'autres notions ? Est-ce qu'ici, il faut faire peut-être plus attention qu'ailleurs, moins attention qu'ailleurs ? Est-ce qu'on peut se permettre d'être plus ou moins vigilant ici qu'ailleurs ? Ou est-ce qu'on est sur le même créneau ? Je pense que c'est une question qu'il faudrait que vous posiez aux promoteurs qui sont ici. Parce que je pense que pour eux, ça peut être effectivement une jungle. Hein, parce qu'ils sont nombreux, parce que c'est une ville qui est relativement petite. Et parce que bien souvent, ils sont à plusieurs sur un seul et même bien, et souvent, ça leur arrive de se mettre des bâtons dans les roues, ou en tout cas d'avoir des amis à eux ou prétendus tels, qui se mettent des bâtons dans les roues. Donc oui, c'est clairement, c'est en pleine ébullition. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail pour les promoteurs. Il y a beaucoup de travail pour les conseils. Parce qu'on est dans un secteur, pour les projets qui se font sur la commune de Montpellier, on est dans un secteur quand même où il y a énormément de voisins et où bien souvent, certains d'entre eux considèrent qu'une promotion, qu'un grand projet immobilier peut leur causer préjudice et voilà, et essayer d'obtenir du promoteur des aménagements, ce qu'ils obtiennent assez facilement. Alors après, l'aspect positif aussi, c'est qu'on est vraiment dans un petit laboratoire à Montpellier où il y a une émulation terrible, où vraiment on a des projets qui tiennent la route et où on a des promoteurs qui quelque part sont super rodés. Voilà. On a, à mon sens, qui se fait peut-être de mieux. Alors c'est un certain regard, mais il y a une vraie compétence à mon avis en Languedoc-Roussillon avec des promoteurs nationaux qui sont bien implantés aussi, mais on a vraiment des promoteurs locaux qui sont une expertise très, locale qui est quand même particulière. Ouais. Ça on le ressent par rapport à des dossiers qu'on peut avoir en dehors du Languedoc-Roussillon par exemple. Très bien. Dernière question. Le domaine de l'immobilier est un domaine où il y a de nombreuses législations qui sont amenées très régulièrement à changer, à évoluer. Comment on peut garantir finalement que je vais acheter un bien avec peut-être une procédure particulière et que dans 6 mois, la loi ne va pas changer ? Comment je peux me garantir de ça ? Est-ce que je peux me garantir de ça ? Clairement, non. Très bien, merci. Clairement, non. Non, mais un exemple. Vous achetez un bien immobilier et on vous dit, bon, vous avez des voisins, un voisinage qui fait que, il y a encore 1 an et demi en arrière, vous aviez un COS. Un COS, ça veut dire que votre voisin, il ne pouvait pas construire plus de 2000 m². Et vous avez la loi Allure qui est venue, là, il y a 1 an et demi, et désormais, vous avez un bien où votre voisin, c'est plus 2000 m² qu'il peut construire, c'est 4000 m². D'accord. Donc moi, là, tout récemment, j'ai une famille qui est en train de se faire un petit peu la guerre, dans la mesure où certains d'entre eux ont vu, avec la loi Allure, la bonne occasion de vendre des bouts de terrain et où des maisons individuelles sont en train de côtoyer des R+7. Donc il y a on peut vous offrir aucune garantie. Aucune garantie, sauf éventuellement dans le cadre d'un lotissement, où là, on a au moins sur une période de 10 ans, une règle d'urbanisme
qui est clair. Vous savez ce que vous pouvez construire, vous savez ce que votre voisin peut construire, vous savez exactement quels sont les lots qui existeront sur un secteur déterminé, mais là on se retrouve dans un secteur qui est celui du lotissement, mais c'est pas transposable partout. Très bien. Antoine Sillard, merci. Maxime Martinez, merci infiniment d'avoir été parmi nous. Nous, on se retrouve très prochainement sur midilibre.fr avec d'autres infos. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.